Bonjour à tous, c'est l'heure de la rétro, retour sur les événements qui ont marqué la semaine dans le Distri. On commence tout de suite avec le point sanitaire du côté de la clinique de la Linière, devenue notamment l'un des centres de vaccination du canton de Vaud. Quatre centres de vaccination sont opérationnels sur le canton de Vaud, dont celui installé à La Linière, à Gland. La campagne de vaccination a débuté il y a une semaine. Nous faisons le point aujourd'hui en plateau avec nos invités. Fabienne Siffrig, coordinatrice qualité du centre de vaccination. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec nous également Patrick Jacquin, directeur des soins infirmiers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer la discussion avec vous. Fabienne, quel bilan faites-vous de cette première semaine de vaccination ? Nous sommes vraiment très enchantés de ce déroulement qui s'est produit cette première semaine. Tout s'est vraiment bien passé, le flux a été bien géré et nous avons beaucoup de messages de reconnaissance des personnes qui viennent se faire vacciner. Aujourd'hui, dans la presse, Alain Berset pointe du doigt le canton de Vaud en retard dans les vaccinations. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs ? Nous y travaillons. Quotidiennement, nous avons commencé tout en douceur la vaccination et puis nous allons atteindre notre objectif dès la mi-février selon la planification que nous avons établie. Alors pour qu'on puisse avoir quelques chiffres, vous annonciez la semaine dernière vouloir vacciner 200 personnes par jour. Aujourd'hui, avec les nouvelles mesures qui sont entrées en vigueur et l'autorisation du vaccin Moderna, est-ce que les choses ont changé ? Notre objectif est plutôt d'atteindre le chiffre de 335 vaccinations par jour. Et par rapport à la vaccination du Moderna, non, ça ne change rien. Que ce soit le vaccin de Pfizer ou de Moderna, ce chiffre ne changera pas. Alors on voit ici justement à l'image quelques images de ces premières vaccinations. Je me tourne évidemment vers vous, Patrick Jacquin, avec ces nouvelles mesures, l'entrée en vigueur du vaccin Moderna. Qu'est-ce que ça change du point de vue médical ? Alors du point de vue médical, pour nous, en tant que clinique aussi, c'est un bénéfice de pouvoir non seulement jusqu'à présent traiter les patients qui venaient suite à une infection Covid, et maintenant on peut aussi en prévention participer à cette campagne de vaccination pour pouvoir vraiment commencer à agir en préventif et pour le bénéfice de la population et pour pouvoir enfin petit à petit pouvoir être plus libre dans toutes les mesures qui sont mises en place jusqu'à présent. Quelles sont les directives médicales ? Alors, au niveau des directives, on n'a pas le choix pour l'instant puisqu'il n'y a eu qu'un seul vaccin, Pfizer, et c'est vrai que le Moderna va arriver, on sait qu'il a été acheté par la Confédération, mais on attend maintenant de savoir à partir de quand on pourra l'utiliser à la clinique. Et puis, le recul qu'on a maintenant dans les autres pays et même dans notre centre, ça se passe très très bien au niveau de la vaccination, au niveau des effets secondaires. On est très satisfait. Donc, le message, ça serait de ne pas avoir peur de ce vaccin, mais au contraire, de plutôt motiver les personnes à venir se faire vacciner. Fabienne Siffrig, justement, comment est-ce qu'on motive les personnes à se faire vacciner ? Parce qu'on sait qu'il y a parfois une certaine réticence. Vous êtes aux premières loges. Qu'est-ce que ces personnes-là vous disent et comment est-ce que vous les rassurez ? Alors, nous essayons de favoriser la communication, de donner les bonnes informations qui sont déjà fournies par l'Unisanté. Ces informations sont très justes et complètes et vraiment on essaye de transmettre le même discours qui est de suivre les recommandations de Swissmedic qui estiment que ces vaccins sont reconnus comme efficaces. Des recommandations qui sont aussi données par les élus, forcément. Vendredi, vous avez la visite de Rebecca Ruiz et Béatrice Métro. Est-ce que ce genre de visite officielle se prépare ? Alors, il est fort possible qu'au niveau de la direction, ce soit préparé de manière particulière. Quant à nous, sur le site, sur le centre de la vaccination, il restera fonctionnel comme habituellement et nous serons très heureux de les recevoir à ce moment-là. Mais en tant que directeur des soins, Patrick Jacquin, je me tourne vers vous parce que forcément vous avez aussi un poids, parfois des conseils à leur donner. Qu'est-ce que vous aimeriez que peut-être elles comprennent ? À cause de la visite de vendredi, c'est difficile comme ça de vous répondre, mais l'objectif, c'est de pouvoir en tout cas, quand elles vont visiter, de voir que ça fonctionne bien et qu'on veut vraiment participer à cette campagne de vaccination. Et puis qu'on va pouvoir, le but, comme vous l'avez dit avant dans votre question, de pouvoir atteindre cette quantité de personnes à vacciner le plus possible dans la population. Et puis que ça se passe très bien, en tout cas à la Linière. Et puis on n'est pas très inquiet par rapport à ça, parce que par rapport, comme l'a dit ma collègue, au vu de cette semaine qui s'est passée,
voilà, on est confiant qu'on va pouvoir atteindre ce qu'on attend de nous au niveau nombre de vaccinations par jour. Est-ce que vous-même, vous vous êtes fait vacciner? Alors, je n'ai pas besoin, moi, pour l'instant, puisque malheureusement, j'ai été atteint du Covid il y a quelques mois en arrière, donc je n'ai pas besoin pour l'instant, mais je suis tout à fait ouvert à le faire une fois que ça sera nécessaire. Fabienne, je vous retourne la question. Est-ce que vous vous êtes fait vacciner? Alors, pas encore, parce que je ne suis pas éligible, mais parce que je ne suis pas en contact direct avec les personnes vulnérables. Mais il est clair que quand ce sera mon tour, j'y participerai. Pour terminer, avec une petite info service, si on veut venir se faire vacciner à la clinique de la Linière, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut tout d'abord aller sur le site de coronavax.ch, remplir le questionnaire qui permet de savoir justement si on est éligible ou pas. Et si cela se confirme qu'on est éligible, on peut directement prendre un rendez-vous sur le même site et sur l'établissement de son choix. Fabienne Siffry, coordinatrice qualité du centre de vaccination, et Patrick Jacquin, directeur des soins infirmiers. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. La campagne pour les prochaines élections communales est officiellement lancée. Dans la région, NRTV vous propose d'accompagner cette actualité au travers de reportages, mais aussi en plateau avec des invités dans la quotidienne. Enfin, à travers d'un dispositif spécialement dédié aux élections. Rodolphe Henner, bonjour. Bonjour Andrea. J'aurai le plaisir d'animer donc à vos côtés en partenariat avec le quotidien La Côte, une série de débats enregistrés ici sur ce plateau et de recevoir évidemment les candidats. Oui, effectivement, Andrea, on a préparé tout un dispositif pour accueillir 4 grands débats en tout cas. Alors on va se concentrer essentiellement on va commencer plutôt par Prangin, ce sera le 29 janvier. Ensuite, on ira à Rolle le 5 février, à Gland le 12 et à Nyon le 19 février. Tout le monde en plateau, mais qu'en est-il des villages? Alors, les villages, pour tout vous dire, on vient de recevoir les listes qui sont déposées dans les villages, donc on les découvre maintenant. On va faire des petits débats sur les villages. Pour l'heure, hormis Coppet, qui passe pour la première fois de son histoire à l'élection proportionnelle et qui connaît 3 listes, pour l'heure, c'est le seul village qu'on peut assurer, couvrir ces prochains jours. On fera d'autres annonces très vite. Alors, des élections qui animeront bien sûr la sphère publique, mais aussi médiatique. On vous retrouvera tous les jours aux côtés d'un confrère, de nos confrères de la Côte. Alors, ce ne sera pas tous les jours, ce sera en tout cas tous les jeudis. Et on sera avec nos confrères de la Côte qui sont partenaires. Et ce jeudi, effectivement, on va se poser une question très simple. Qu'est-ce qui motive les gens, les citoyens, à se porter candidat quand on sait que la fonction, en quelques années, s'est passablement complexifiée et puis que ce n'est plus vraiment une sinécure que d'être municipal? Alors revenons à la nouvelle du jour, le dépôt des listes pour l'élection du conseil communal et pour le premier tour de la municipalité. Du côté de Nyon, 17 candidats ont annoncé viser ou vouloir conserver un siège à la municipalité. 5 candidats pour le centre droit, les PLR Roxane Faro-Linares et Maurice Gué, le Vert libéral Vincent Hacker, le membre du parti indépendant nyonnais Claude Uldry et Sacha Soldini pour l'UDC. 5 candidats pour la plateforme de gauche, les socialistes Stéphanie Schmutz et Alexandre Démétriades, les Verts, Pierre Vallenne et Élise Buckel, enfin le syndic Daniel Rossella. Se sont ajoutés à cette liste 7 candidats surprises dernière minute. Oui, et puis alors là, on est vraiment dans quelque chose d'inédit, de surprenant. On ne l'avait pas anticipé. Il y a donc 5 candidats du Parti Pirate. Alors c'est un parti qui ne siège pas au conseil communal. C'est un parti dont les candidats, dont je vais vous citer les noms, Carlos Polo, Yannick Bellotti, Nils Chetty, Stéphane Baratien et Sarah Baratien, sont à peu près inconnus sur la place politique nyonnaise. Ils auront du temps d'antenne, on leur en consacrera. On a un peu quand même l'impression que c'est une stratégie de communication plutôt qu'une stratégie politique. Et pour la petite histoire justement, Tefik Rachiti qui s'était présenté à Gland en 2016 alors déjà. Oui, alors là on a parlé des 5 candidats du Parti Pirate. Il y a aussi Tefik Rachiti pour le centre, l'ancien parti, l'ancien PBD. Il était candidat en 2016 à Gland. Il n'avait pas été élu au premier tour. Il était retourné vivre à Nyon ensuite. Il est donc là, candidat. Et puis, il y a le retour de Raphaël Weisskopf, qui s'était présenté en 2016, qui avait fait 13% au premier tour. C'était un score honorable. Mais en 2016, sa candidature paraissait légitime parce qu'il avait vraiment activé les réseaux sociaux, s'était montré très, très présent par des dénonciations de prétendus ratés politiques nyonnais. Si en 2016, disais-je, c'était
cohérent sa candidature. Aujourd'hui, on a un peu plus de peine à la comprendre parce que fondamentalement, Raphaël Weisskopf, on ne l'a pas beaucoup entendu depuis 5 ans. Affaire à suivre donc du côté de Gland. 5 candidats pour le GDG, le syndic Gérald Créteny, Isabelle Monet, Gilles Davoine, Thierry Genoux, municipaux sortants et une nouvelle candidate, Christelle Giraud-Nidegger. 3 candidats pour le PLR, les 2 municipales sortantes, Christine Giraud et Jeannette Weber, aux côtés de Martin Hallström, nouveau candidat. 3 candidats pour la plateforme Rose Verte, le municipal sortant, Michael Rohrer aux côtés de Véronique Villaine pour le PS et enfin du côté des Verts, Rupert Schulbuck. 4 candidats UDC, Isabelle Wegman, Anna Pallotta-Ladissa, Maurizio Di Felice et Pascal Riesen. À Gland, ce sont donc les UDC, la surprise. Alors, c'est encore une fois, comme Agnon, c'est une grande surprise. Bon, on le sait depuis une petite semaine, l'UDC, qui n'a pas de siège à la municipalité, présente 4 candidats. Alors là aussi, on a un peu l'impression d'une opération de communication plutôt que d'une stratégie politique, parce qu'en général, en politique, plus on présente de candidats, plus les voix se dispersent. Alors, on ne sait pas trop. Gland, c'est particulier. Il n'y a aucun candidat qui a quitté son poste. Tous les 7 candidats se représentent. En somme, il n'y a pas de place à Gland. Il va falloir aller la chercher. On s'étonne un petit peu de cette stratégie UDC, mais enfin, on les invitera, ils vont s'en expliquer. Et je disais que c'était une stratégie de communication, ça marche, on en parle ici maintenant. Ensuite, direction Rolle, 3 candidats pour le centre droit, les PLR dans le municipal sortant, Giorgio Michello aux côtés de Monique Choula-Pougnal et enfin pour du côté des Verts libérales, Cécile Rode. 3 candidats pour la plateforme Rose Verte, le municipal sortant Loïc Aldiman PS, Margaret Ruchti PS et enfin Baptiste Conti pour les Verts. On n'oubliera pas ici de présenter sous la bannière en tant qu'indépendant Rolle Libre le syndic Denis Jacquet. Alors ça, c'était une demi-surprise. Denis Jacquet, syndic donc, de Rolle, qui était encarté chez les socialistes, a décidé de divorcer de son parti. On lui reproche notamment son combat contre la répartition de la facture sociale cantonale. C'est effectivement un problème pour les socialistes de se penser à l'ouest du canton, de défendre les communes de l'ouest du canton, les communes riches, et en même temps d'avoir une vision cantonale. Denis Jacquet est désormais un candidat libre. Ça va peut-être poser un problème à gauche. On croit savoir à Rolle que la droite soutient son combat contre le canton. Enfin, à Prangin, 5 sièges sont à repourvoir et 6 candidats répartis ainsi. 2 candidats pour l'entente pranginoise, dont la municipale sortante Dominique Ella Christin et Jean de Wolf de Morcel. 2 candidats pour l'Alliance libérale de Prangin, le municipal sortant Igor Diakov aux côtés de Jean-Marc Betance. Et enfin, 2 candidats pour l'alternative pranginoise, Daniel Bujard et Alice Durnia-Lévy. Quels sont les enjeux pour les élections communales de Prangin ? Bon, les enjeux, globalement, quand on parle de Prangin, il va falloir que Prangin se pose la question de ce que Prangin veut être dans cette région. Prangin vient de sortir du conseil régional, vient de torpiller un projet de route intercommunale de desserte, la fameuse RDU. Prangin a mis Gland, a mis Nyon en colère. C'est peut-être pas fini. Alors aujourd'hui, en 2021, à Prangin, il va falloir se demander qu'est-ce qu'on veut dire à la région. Est-ce qu'on peut vivre tout seul ou pas ? Techniquement, maintenant, pour parler plus de politique, l'enjeu, c'est de savoir si l'Alliance libérale va obtenir un 2e siège et si la gauche va obtenir un 2e siège. Des questions que l'on tentera évidemment de répondre à vos côtés. Rodolphe Henner, on se retrouve jeudi. Oui, on va se retrouver jeudi, comme on disait, pour se poser cette question. Donc, pourquoi faire de la politique ? Vous n'en faites pas vous-même, Andrea ? Je n'en fais pas, mais c'est tout un métier que d'en parler. Donc, sur ce plateau, sur NRTV, où on prendra toutes les mesures sanitaires et les distances, bien sûr. Prangin reçoit le prix Vacaire 2021 pour les qualités de son urbanisme et le respect de son bâti. Si le bourg a quadruplé de population depuis 1945, il a su garder son identité et son charme, mais surtout mettre en avant son patrimoine. On en parle avec nos invités du jour. Myriam Perret, chef de projet culture du bâti pour le patrimoine suisse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À nos côtés également François Briand, syndic de Prangin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on va commencer tout simplement la discussion avec vous. Ce prix, qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Alors, il représente beaucoup de choses. Tout d'abord, dans l'environnement que l'on connaît aujourd'hui, recevoir un prix est toujours un événement privilégié et qui nous donne beaucoup de réjouissance. Qui plus est, le prestige du prix nous intéresse beaucoup dans la mesure où il est relativement rare puisqu'il est distribué chaque année à une des plus de 2000 communes suisses.
Donc on mesure ce caractère tout à fait, encore une fois, prestigieux. Et il est décerné par un collège d'experts en matière d'urbanisme, d'architecture, d'aménagement du territoire et de préservation du patrimoine, ce qui lui donne une très grande crédibilité. Alors, on va parler de cet environnement d'ici quelques instants, mais Myriam Perret, le prix Wacker, quelles sont justement ses caractéristiques? Qu'est-ce qui fait que Prangin ait reçu ce prix? Alors, le prix Wacker est décerné à une commune suisse qui a fait un développement urbain exemplaire. Dans le cas de Prangin, on honore surtout le fait qu'ils ont su faire face à un développement urbain très fort et une pression d'urbanisation grâce à une vision stratégique et continue qui a eu un résultat d'un centre historique vivant et puis des espaces extérieurs urbanistiques de haute qualité. Ouais, alors on va voyager justement dans ces espaces extérieurs parce qu'on a quelques images en régie. Justement, qu'est-ce qui a attiré l'œil de ces experts quand vous voyez ces images qu'on va voir à l'écran justement de Prangin? Alors, ce qui tient à cœur au patrimoine, c'est que le patrimoine ne soit pas tout simplement préservé, mais plutôt mis en valeur et activé. Donc, ce qui est très important dans le cas de Prangin, c'est qu'ils ont réussi à créer une identité propre du centre villageois plutôt que de devenir une cité dortoir ou un village muséal. Le risque qu'elle courait avec son contexte, disons, limitrophe avec le grand centre de Nyon, ou justement cette proximité avec son château. Ouais, autrement dit, François Briand, il a fallu faire des choix parfois à contre-courant de vos voisines. Vous avez dit dans la presse que vous étiez rassurés. Qu'est-ce qui était difficile à choisir? C'était quoi les questions que vous vous posiez finalement? Vous savez, dans un engagement politique qui se mesure encore une fois sur plusieurs années, voire des décennies, il est important tout d'abord d'avoir une vision, une ligne de conduite. C'est relativement simple. Beaucoup d'organes politiques ont une vision. Ce n'est pas la partie la plus difficile d'un engagement politique. Ensuite, il faut traduire cette vision en actes, en projets, ce que nous avons fait au cours, encore une fois, des dernières années, plus précisément ces 10 dernières années, avec un investissement important de plus de 30 millions de francs. Ensuite, il y a l'heure du bilan. Et ce bilan qui est toujours intermédiaire puisqu'il y a une suite, on ne peut jamais s'arrêter dans le développement d'un village. Et encore une fois, le bilan et le prix que nous recevons aujourd'hui, c'est en quelque sorte une reconnaissance des options que nous avons prises. C'est vrai, en prenant certains risques quelquefois, mais je crois que c'est important d'avoir cette ligne, de la garder. Et quelles que soient les réactions de la population, nous avons eu des référendums à Prangin, mais la population finalement a toujours le dernier mot. Nous devons en prendre acte, mais essayer de garder cette ligne avec des points forts auxquels nous tenions et qui sont récompensés aujourd'hui, comme cela a été mentionné, à savoir la préservation de l'identité villageoise, la défense de notre patrimoine historique, bâti et paysager. Tous ces points-là n'ont jamais été dérogés dans notre politique et encore une fois, sont récompensés aujourd'hui, ce qui nous satisfait. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi quelque part une revanche avec votre sortie de Prangin? Certains vous mettent à mal, vous critiquent. Est-ce que là, vous vous dites, tenez, regardez, on a reçu ce prix, c'est une revanche? Non, du tout. Je ne crois pas. Pour moi, ce sont plutôt des réactions épidermiques. Vraiment, encore une fois, l'important, c'est de mener une politique qui n'est pas du tout qui ne va pas à l'encontre d'un développement régional. Bien au contraire, nous avons pris notre part dans cette formidable explosion de toute la région lémanique et de la côte en particulier. Je rappelle que Prangin était un village typiquement rural il y a 50, 60 ans. Nous avons doublé notre population entre les années 80 et aujourd'hui pour arriver à 4000. Et nous avons un plan d'expansion qui projette d'augmenter la population de près de 30% à l'échéance 2030. C'est dire que nous participons entièrement au développement d'une région, au même titre que les communes voisines, dans les mêmes pourcentages, voire plus, s'agissant des dernières années. Myriam Perret, quand on entend un village ancien qui aujourd'hui grandit urbanistiquement, le prix Wacker qui l'année prochaine fête aussi une année particulière puisque vous célébrez les 50 ans, qu'est-ce que vous allez rechercher? Peut-être justement une ville, un village qui montre cet exemple, cet urbanisme, cette croissance?
Alors, ce qui est dans le futur, c'est encore top secret, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais certainement, peut-être pour revenir à la question que M. Briand a répondu, ce qui tient à cœur dans cette démarche de la commune de Prangin, ce qui tient à cœur à Patrimoine Suisse, c'est qu'ils ont réagi avec une politique forte et puis proactive à une préoccupation nationale qui se reflète aussi dans la loi de la LAT. Donc, ce changement... La loi de l'aménagement du territoire. Exactement. Et cette préservation des terres agricoles, c'est clairement quelque chose qui répond à un besoin, disons, national et que le patrimoine soutient, et qu'ils ont pris justement les démarches de faire une évolution et un développement vers l'interne des zones bâties, ce qui est clairement une démarche qui est favorisée et qui est demandée aussi sur le niveau légal, disons. Alors, ce prix sera remis le 26 juin, un prix de 20 000 francs que vous souhaitez partager, en tout cas la fête que vous souhaitez partager avec votre population. Oui, effectivement, je crois que la population a droit aussi à quelques reconnaissances à travers ce prix. La population qui est d'ailleurs ravie. Depuis l'attribution du prix, j'entends tous les jours nos concitoyens qui sont fiers et heureux d'être dans une commune qui a reçu ce prix. Donc nous aimerions l'associer. On verra les circonstances sanitaires à ce moment-là, mais si nous le pouvons, nous aimerions faire la partie officielle avec Patrimoine Suisse pour la remise de ce prix et lui adjoindre une fête avec l'ensemble de la population et si tout va bien dans le cadre magnifique du château de Prangin, puisque nous avons la chance d'avoir ce château et le musée national qui se prêterait très bien comme décor pour la remise de ce prix et cette manifestation. Au cœur de Prangin, justement, ce château. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, François Briand, syndic de Prangin, et Myriam Perret, chef de projet Culture du bâti pour le patrimoine suisse. Merci à vous deux. Merci à vous pour votre intérêt. Le SDIS Gland-Serine présente son rapport 2020, retour sur les interventions qui ont marqué l'année, retour également sur l'impact du Covid et sur la manière de travailler du SDIS Gland-Serine. On en parle avec nos invités. Anne Stiefel, présidente du Que dire du SDIS Gland-Serine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également le commandant Daniel Grosjean, bonjour. Bonjour Merci madame. d'être avec nous. Alors cette année 2020, en quelques mots, si vous deviez la résumer, à quoi est-ce qu'elle a rassemblé ? Comme tout le monde, comme pour tout le monde, ça a été une année bizarre, une année où on a fallu s'adapter, une année qui était particulière, où je crois que tout le monde va s'en souvenir. J'imagine que du côté de la présidente, c'était aussi passablement d'organisation, de réunions Zoom à organiser. Alors surtout que le CODIR a dû se réunir en Zoom, puisque d'habitude on le faisait en présentiel, donc c'était pour nous une nouveauté, si je puis dire ça comme ça. Au niveau de l'organisation, elle appartenait surtout en fait à l'état-major, en particulier au major Grosjean. Ceci dit, on a eu quelques réunions téléphoniques, disons ça comme ça, mais effectivement, c'était une année de challenge et je dois avouer qu'il a été relevé d'une main de maître. Alors des réunions à distance, mais il fallait aussi revenir sur le terrain. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans votre manière de travailler, le Covid ? Alors, je pense que la chose la primordiale qui a changé, c'était de fermer les portes des casernes. On est quand même un monde dans lequel on privilégie l'aspect social, l'aspect liaison. On demande aux gens de passer en caserne pour voir dans les véhicules, voir ce qui s'est changé. Et du jour au lendemain, on leur a fermé, on leur a dit à tout le monde, maintenant, à partir de maintenant, vous venez plus que pour les interventions. Donc ça, je pense que cet aspect-là a grandement changé. Supprimer les formations ou les adapter, je crois que c'est le maître mot de l'année écoulée, c'est de s'adapter. Au niveau des interventions, j'imagine qu'il y a aussi une manière différente d'approcher rien que son véhicule. Une désinfection, ça passe par quoi concrètement ? Alors ça se passe déjà sur la mise sur pied. Effectivement, on a limité le nombre de personnes par véhicule. Donc en gros, on partait avec le même nombre de sapeurs pour un événement, mais simplement on prenait plus de véhicules. Jamais plus de 2 sur une même ligne d'un véhicule. Donc c'est vrai qu'on a sorti passablement de véhicules l'année écoulée. Alors en quelques chiffres, le SDIS Gland-Serine, c'est 95 interventions durant l'année écoulée, soit 1475 heures d'engagement et 616 heures d'intervention. Une diminution de 24% de vos sorties, comment vous l'expliquez ? Alors, à l'analyse des chiffres, on a pu se rendre compte que l'année écoulée, en définitive, les chiffres ont été relativement stables.
Le principal facteur, c'est qu'on a eu une année au niveau météorologique, malgré tout, c'était une très belle année. Et on a eu peu d'inondations. Donc, en définitive, la météo aura eu plus d'impact sur nos sorties que l'effet Covid. Anne-Stéphane, en tant que présidente, est-ce qu'il y a une intervention des équipes qui vous a marqué? Alors oui, qui m'a marqué, je veux dire, c'est particulièrement l'intervention qui a eu lieu à Beugnin il y a quelques semaines par rapport à l'incendie qui donc s'est déroulé pendant un week-end dans le secrétariat de l'école. C'est vrai que de voir les pompiers intervenir pour quelque chose d'aussi peu ordinaire, je dirais, c'était pour moi une grande surprise. Mais cependant, on est quand même fiers de leur travail. Et pour le CODIR, c'est une grande fierté de savoir qu'on peut s'appuyer sur des gens aussi engagés et volontaires. Daniel Grandjean, vous me disiez en préparant cette interview qu'une des interventions qui a marqué notamment toute votre carrière, c'est ce pylône à Gland. Effectivement, on est sorti pour un pylône qui était... Le message, c'était pylône haute tension, chute de pylône haute tension. Donc pour nous, une mission de sécurisation. Et puis, je pense qu'on a pu assister à une des plus grosses opérations policières, de mise sur pied, l'opération policière qui a eu lieu sur le canton de Vaud, je pense, l'année dernière. En termes de chiffres, le SDIS, c'est 25 sapeurs-pompiers sur le site de Serines, 69 sur le site de Gland. Donc en tout, 93 sapeurs-pompiers. Vous constatez une diminution de 11 personnes. Les 10 recrues engagées en 2020 n'ont pas suffi à combler les départs. Comment est-ce que ça impacte ces effectifs, ce manque ? Alors, au fil des années, on est habitué à avoir des fluctuations. Je dirais qu'on est dans l'ordre du normal. On reste autour du chiffre de 100 personnes pour les 7 communes. On est totalement dans une normale. On vit des cycles où il y a des fois des personnes qui profitent d'événements pour arrêter. L'année dernière, on a pu assister à ça. Qui dit départ dit également nomination. J'imagine qu'en tant que présidente, il faut aussi préparer cette année de transition. Que dire, qui va se modifier ? Alors effectivement, ce sera une année de transition parce que premièrement, pour le comité directeur en particulier, il y aura des élections. Donc le prochain comité directeur, on l'ignore pour l'instant. Ce sera donc la surprise, si je puis dire, de l'année. Autrement, on fait confiance en fait à l'état-major et au commandant pour continuer en fait, aller dans la continuité de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Donc j'imagine que ça fait partie des défis 2021. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors oui, déjà comme tout le monde, on va déjà voir comment l'année 2021 va se dérouler. Maintenant, d'un point de vue opérationnel, on est habitué à devoir s'adapter aux situations. Malgré tout, je pense que 2021, d'un point de vue purement opérationnel, on ne la craint pas trop. Daniel Grosjean, commandant du SDIS Gland, Serines, Anne-Stéphane, présidente du comité directeur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. La Dôle restera fermée jusqu'au 3 février. Le parking des DAB, situé sur sol français, est fermé depuis le 29 décembre et empêche l'accès au télésiège suisse des DAB qui monte vers le massif de la Dôle. De son côté, suite au prolongement de l'arrêté préfectoral, la société Télédôle dépose un recours auprès du tribunal administratif. On en parle avec le directeur de la société, Patrick Freudiger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, en bref, pour résumer la situation qui est un peu complexe, c'est un matériel suisse exploité par une société française et gouverné par les Français. On a l'impression finalement que les Suisses n'ont pas vraiment leur mot à dire. Alors, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de mot à dire, mais ce qu'on peut préciser, c'est qu'on n'a pas été considéré, les intérêts suisses n'ont pas été considérés dans le cadre de cet arrêté préfectoral du préfet du Jura. Comment est-ce qu'on l'explique justement ? Alors, c'est vrai que déjà dans l'arrêté lui-même, il y a au niveau des éléments qui sont pris en considération, il y a un mélange qui part du principe que les remontées mécaniques, c'est les remontées mécaniques de la société française. Donc déjà, il y a une erreur, parce que finalement, les remontées mécaniques appartiennent à Télédôle SA, qui est une société suisse qui appartient à la région de Nyon. Et puis, l'exploitant, c'est Sogestar Suisse, c'est-à-dire que c'est une succursale de droit suisse de la société Sogestar française qui gère les remontées mécaniques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez cette attribution ou cette exploitation par une société française, justement, au vu de la situation ? Non, parce que, je veux dire,
au-delà en fait, des péripéties qu'on vit cette année, il était logique de rechercher des économies d'échelle plutôt que d'avoir 2 domaines avec 2 conseils d'administration, 2 responsables d'exploitation, 2 responsables du marketing, 2 responsables de la maintenance. Maintenant, on a une seule société et puis qui fait qu'on n'a pas démultiplié en fait, les acteurs. Donc on a une société qui est compétente pour la gestion et puis nous, Télédôle, nous sommes propriétaires, c'est comme dans une maison, on est responsable des murs, c'est-à-dire du bon fonctionnement des installations et de la maintenance lourde. Alors forcément, cet arrêt a un impact notamment financier sur la société. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? À combien est-ce que vous estimez les pertes? Alors, en moyenne, on ouvre 100 jours par an et puis on devrait avoir un loyer de 400 000 francs cette année. Avec l'arrêté préfectoral, on a 38 jours d'interdiction de stationner, ce qui fait qu'on perd grosso modo près de 40% de notre chiffre d'affaires. Donc 40% de 400 000 francs, voilà le préjudice auquel nous sommes confrontés. Mais nous ne sommes pas les seuls. L'école suisse de ski, qui a 20 professeurs, qui est une école suisse de la Dôle, elle ne peut pas exercer ses activités à la Dôle. Le restaurateur aussi, qui fait environ 100 000 francs de chiffre d'affaires par mois en période hivernale, bon, certes, il y a aussi des mesures vaudoises qui ne permettent pas d'accueillir de la clientèle à l'intérieur de l'établissement, mais il pourrait s'en sortir en vendant à l'emporter des boissons chaudes et puis des mets à l'emporter. Donc on est 3 acteurs suisses à être prétérités par cette mesure préfectorale. Mais aujourd'hui, est-ce que cette situation pourrait mettre en faillite votre société? Alors, c'est certain que si on ne trouve pas une solution pour avoir une compensation financière, une perte de près de la moitié de notre chiffre d'affaires sur la Dôle, ça peut mettre en péril notre société. Aujourd'hui, votre solution, en tout cas une solution, c'est de déposer un recours au tribunal de justice. Votre avocate pense vous sortir de cette affaire, mais très franchement, il me semble que la marge de manœuvre est très restreinte. Alors la marge de manœuvre est restreinte parce que nous sommes une société suisse, on doit faire un recours en droit administratif sur le territoire français. Donc il a fallu trouver en fait un avocat spécialisé dans le droit public, ce que nous avons pu obtenir. Et maintenant nous travaillons avec une avocate de Besançon qui est active dans le Doubs et dans le Jura. Et puis on a bon espoir aussi d'avoir des arguments solides pour contester cet arrêté préfectoral. Là aussi, ça peut être révélateur de la situation d'une avocate française. Non, mais c'est logique parce que trouver un avocat suisse spécialisé dans le droit public, qui connaît bien le droit public français, c'est assez compliqué. Donc c'était quand même préférable. On a consulté quelques avocats sur le plan suisse. On nous a tout de suite conseillé d'aller chercher un spécialiste du côté français, quoi. Et puis bon, on l'avoue, on a tous envie de skier parce que les conditions sont féeriques. Patrick Freudiger, aujourd'hui, quel est l'objectif? Pouvoir quand même ouvrir avant le 3 février? Est-ce qu'on mise sur les vacances de février? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors c'est vrai que cette année, nous avons des conditions d'enneigement qui sont très intéressantes, qui nous permettent d'ouvrir Saint-Sergue depuis bientôt 30 jours avec de bons résultats. Ça aurait été une bonne année en fait pour ouvrir toute l'année. Donc notre objectif, c'est de pouvoir ouvrir le domaine à compter du mois de février, qui est quand même une période forte avec toutes les vacances scolaires des Suisses et puis des Français. Dans les prochains jours, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, nous sommes sur le point de terminer l'établissement de ce recours. Il va être déposé sans doute samedi matin. Et puis, le type de recours que l'on fait, c'est un référé de liberté. Donc, vraisemblablement, le tribunal administratif doit statuer dans les 6 jours qui suivent le dépôt du recours. Donc, on espère avoir un résultat de cette démarche auprès du tribunal administratif de Besançon avant la fin du mois. Autrement dit, vous espérez cette fois-ci être entendu, ce que vous n'avez pas réussi à faire jusqu'ici. Voilà, au moins être entendu sur le plan de notre droit et puis sur le plan du préjudice auquel nous sommes, pour lequel en fait nous nous battons, quoi. Patrick Freudiger, directeur de la société Télédôle, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci. La politique locale fait-elle encore rêver? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui avec notre invité, Damien Richard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes candidat à la municipalité de Langirois. Alors, à vos côtés, 4 candidats briqueront les 5 places de l'exécutif langerois. 2 municipaux sortants, Martin Briner et Pierre-Alain Cumer, André Vietti, mais aussi Isabelle Rubin. 5 candidats pour 5 places. On pourrait dire l'affaire est belle, mais pourtant, lundi, lors du dépôt du liste, c'était la surprise, puisque jusque-là, il manquait des places. Il manquait des candidats, plutôt. Exactement, ouais. Donc encore vendredi, en fin de journée, justement, j'étais en train de regarder, au début de matinée, fin de journée, pour se dire, mais combien il y a de listes qui ont été déposées, combien il y a de candidats, est-ce qu'il faut encore en chercher activement durant le week-end ou réussir à motiver des connaissances?
Et donc j'étais un peu dans un facteur de stress de me dire non, on ne va pas être seulement 3 candidats pour 5 places. Pour moi, c'est un peu un échec de la démocratie à ce moment-là, où de se dire on n'a pas réussi à démontrer aux gens que dans leur municipalité, c'est là que les décisions qui les touchent au plus près se passent à cet endroit-là. Et ça a quand même été un soulagement de voir le lundi à midi qu'il y avait 5 candidats pour 5 places. Après, c'est encore mieux s'il y a encore plus de candidats, et comme ça, il y a un peu un prestige de l'élection, mais au moins, il y a tous les candidats pour tous les sièges. Après, il faudra voir si tout le monde est élu. Alors évidemment, ça pose plusieurs questions. Est-ce que vous-même, vous êtes allé sur le terrain pour essayer de convaincre quelques personnes? Et quels sont les retours que vous avez eus à ce moment-là? Moi, j'ai essayé de chercher 2-3 autres personnes aussi pour se mettre sur des listes, ou justement pour se présenter. Et puis, j'ai eu plusieurs retours, où ça, c'était des indisponibilités aussi dues au cercle familial, ou au niveau du cercle professionnel, des nouveaux projets. Parce qu'un engagement de 5 ans, c'est quand même une grande durée. Il faut être sûr de pouvoir être là pendant les 5 ans. Et puis aussi l'engagement du temps, où j'ai aussi eu plusieurs retours avec des municipaux déjà actuels ou des syndics qui m'ont dit que c'est comme un sacré engagement de soi, il faut donner de soi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on demande peut-être une professionnalisation de cette tâche-là? Je pense qu'il y a 2 discours. Il y a un discours qui est on veut absolument maintenir notre système de milice, où on en vante les mérites. Et je pense qu'il y a un deuxième discours qu'on ne s'en rend pas compte, c'est toutes les attentes qu'on formule envers le politique qui, en fait, nous professionnalisent dans la tâche. Indirectement, quand un citoyen a un problème avec la commune ou une difficulté, ça peut très vite aller sur un aspect juridique. Et donc, c'est dire qu'on doit être professionnel dans son domaine et savoir exactement de quoi on parle. Alors que, ou aussi les rancœurs que certaines personnes peuvent avoir quand il y a une erreur qui est commise. Pour moi, l'erreur, elle doit vraiment être tolérée, elle doit être réparée, mais après, on ne doit pas en tenir rigueur. C'est des personnes qui s'engagent, qui n'ont pas eu une formation, qui n'ont pas fait 10 ans de formation pour devenir municipal, et ils donnent de son temps pour la collectivité. C'est ce qui s'est passé notamment à Perrois, où un municipal justement a décidé de partir suite aux critiques virulentes qu'il a reçues. Aujourd'hui, ça image aussi finalement le fait que plusieurs figures emblématiques du district quittent le navire. Là, forcément, c'est du sang neuf, à l'inverse. Mais de quel œil est-ce que vous analysez et comment vous l'analysez, cette situation? Pour moi, je pense qu'il y a tout le temps ce tournus entre les personnes à chaque législature. J'ai l'impression que cette législature est comme un plus grand tournus. Donc c'est peut-être un changement de génération, ça je ne sais pas. Mais je pense, ou en tout cas j'espère que ces personnes n'arrêtent pas leur mandat dû à une vie rendue infernale par leurs concitoyens. Ça je l'espère, et puis il me semble que ce n'est pas forcément le cas. Je me dis que c'est plus aussi des changements de direction ou aussi d'avoir fait son temps. Je pense que c'est important de se fixer une durée, dans le sens où je fais 2 mandats ou je fais 3 mandats. Mais après de ne pas rester là indéterminément, parce que du moment qu'on reste tout le temps au même poste, les gens ont de la peine à s'imaginer je pourrais aller à cet endroit-là. Et c'est souvent la partie la plus dure, qu'on sous-estime dans les autres mandats où j'ai fait, de tout à coup me dire stop, là, il faut que je décide de partir, même que tout se va bien, parce que je ne dois pas graver mon nom sur le siège. Le siège n'est pas à moi, il appartient à tous, et tous doivent pouvoir venir. Et du coup, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on peut faire le cas ou le parallèle avec l'Angiro, puisque là, il y a un ancien syndic retraité aujourd'hui qui revient après 20 ans de poste. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, sous-entendu, vous nous dites qu'il aurait dû laisser sa place et ne pas se représenter? Non, du tout alors, parce que là, justement, il a laissé un tournus entre deux, à peu près de 3 mandats, si je ne me trompe pas, enfin bientôt 3 mandats. Et donc là, il revient, et justement, il manquait des candidats. Donc pour moi, je peux plus le voir comme un don de soi, de se dire, il manquait un candidat, donc justement, je vais m'engager de nouveau pour ma commune, je vais reprendre, si on peut dire, toutes mes affaires, et je vais revenir donner un coup de main. Mais après, je n'ai pas encore pu échanger avec lui, mais je vois plus d'un bon œil, de me dire, il l'a fait, quoi. Il manquait un siège, il se dit, j'y retourne. Ouais, comment vous analysez le fait, vous serez, si vous êtes élu, si vous êtes à son côté, là il faudra s'entendre, quelqu'un qui a de l'expérience, vous arrivez fraîchement élu. Comment est-ce que vous analysez cette situation? Moi je pense que tout le monde a à apprendre de tout le monde. Là je pense que j'aurais énormément à apprendre de son vécu, du formalisme, de comment ça avance avec les projets, etc. Et je pense qu'il y a aussi un autre aspect de ma vision de la société, dû peut-être à mon âge ou dû à mes autres expériences que lui ne les a peut-être pas forcément eues. À moins qu'on ait eu les 2 mêmes parcours, mais je pense que c'est un peu difficile que 2 êtres humains ont eu le même parcours de vie. Et je pense qu'on a chacun à apprendre de soi sur les visions qu'on a pour la collectivité ou la société et de comment on peut amener des projets. Ouais. On entend souvent dire que c'est les nouveaux arrivés ou alors les femmes, à vous d'en juger ou pas, qui reprennent le dicaster de la culture. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, j'ai pas fait ce constat, j'ai pas regardé activement ce constat. Je me dis, c'est peut-être une chose qui peut arriver. Après, ça vous tente? La culture spécifiquement, je ne sais pas. Il faudrait que je discute d'abord avec les autres municipaux pour voir comment. Mais je pense que c'est vraiment pas une bonne chose de dire t'es nouveau, tu prends la culture, ou t'es une femme, tu prends la culture. Pour moi, ça n'a rien à voir. Chacun a ses compétences.
Et il n'y a aucun non-dit qui doit avoir lieu, dans le sens, c'est par exemple une femme ne peut pas prendre le disquesteur de la PC, ou on a d'ailleurs la preuve avec notre conseillère fédérale Hamertz, qui est d'ailleurs conseillère fédérale pour le DDPS. Et donc là, pour moi, c'est vraiment une preuve qu'on doit avoir aucun tabou et aucun confinement dans les secteurs donc, qui pourraient travailler dû à son sexe ou dû à son parcours. Et parce qu'on parle des femmes, j'aimerais y rester encore un peu avec la candidate Isabelle Rupin. Là, vous me disiez aussi quelque chose d'intéressant, c'est une femme qui se présente parce que ça fait plusieurs années qu'il n'y avait plus de femmes qui se présentaient à Langéraud. Ça fait même plusieurs dizaines d'années qu'il n'y a plus de femmes à la municipalité. Donc moi, je trouve ça génial, ça fait vraiment plaisir qu'on puisse avoir une dame dans le collège municipal. Enfin, si on sera tous élus, si je serai élu, même si je ne suis pas élu, j'espère qu'il y en aura au moins une dedans. Je pense que ça amène aussi d'autres visions. Comme je disais avant, chacun a eu un parcours et je pense que toute personne est importante dans un collège municipal. Ouais, dernière question, une campagne un peu particulière pour tout le monde avec cette période de pandémie. Comment est-ce que vous allez faire campagne? Très difficile. Pour moi, il y a deux aspects. Il y a un des aspects qui est, comme dit, le coronavirus, qui empêche un peu ces rencontres ou ces événements qui peuvent avoir lieu dans le village pour pouvoir rencontrer les gens, pour pouvoir discuter avec. Et aussi un autre aspect qui est le fait d'être tout nouveau, d'être un peu jeune, puis de se dire mais comment aller faire campagne? Je ne peux pas faire un copie-coller de la campagne de Trump à un niveau local comme à Langéraud. Je ne sais pas si ça serait bien vu. Exactement. Et donc pour moi, c'est une très grande difficulté de savoir comment juger, en fait, de ne pas que tout d'un coup, une action que je fais soit mal interprétée en se disant il se voit dans une élection pour une municipalité de Lausanne ou comme ça, ou de se dire mais pourquoi il n'a pas fait ça? Et de réussir à déchiffrer les codes et les traditions de la commune de Langéraud et du canton de Vaud aussi. Damien Richard, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Place au journal des élections, une rubrique qui vous raconte la campagne chaque semaine. Avec Rodolphe Fener, nous recevons aujourd'hui Michel Jotran, rédacteur en chef du quotidien La Côte. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Bonjour Andrea. Un plaisir que de vous recevoir. Aujourd'hui, on s'intéresse à la question suivante. Comment inciter les citoyens à s'engager en politique? Rodolphe, ce lundi, premier constat, les candidats ont été nombreux à s'inscrire sur les listes villageoises. On va en parler d'ici quelques instants. Michel Jotran, selon vous, est-ce que la politique suscite toujours un engouement? Le doute était permis. D'ailleurs, le canton a fait une campagne pour essayer d'inciter les gens à se mettre sur des listes et on constate lundi, il y avait énormément de monde sur les listes. C'est plutôt réjouissant, je trouve, parce qu'effectivement, on s'attendait à une crise des vocations, beaucoup de monde la craignait. A priori, elle ne s'est pas confirmée. Vous parlez même d'une bonne nouvelle pour la démocratie, c'est-à-dire? Oui, moi je trouve que c'est plutôt bien qu'il y ait débat, en fait. On se rend compte dans pas mal de petites communes. Alors on a l'habitude dans les villes notamment où il y a les partis, qu'il y ait débat, mais c'est vrai que peut-être trop souvent dans des villages, il y a autant de candidats que de postes et en fait, ça passe comme une lettre à la poste. Alors que là, cette fois, on sent qu'il y a des listes qui s'affrontent. Alors c'est peut-être aussi révélateur peut-être de bisbilles au sein des communes, mais au moins il y aura un vrai débat et les gens qui sortiront de ces urnes auront une vraie légitimité parce qu'ils ont gagné. Oui, ils auront une légitimité jusqu'à ce qu'ils soient remis en cause, parce qu'on sent qu'il y a aussi un climat de défiance. Il y a beaucoup de candidats, comme vous l'avez dit Michel, il y a beaucoup de bisbilles dans les communes. On voit plusieurs listes s'affronter, ce ne sera pas les élections les plus sereines. Comme disait Michel, on est habitué dans les villes à ce que ça se bagarre un petit peu avec les partis, dans les villages un petit peu moins, donc ça va être inédit et très intéressant à suivre. Pourtant, pour certaines communes, il a fallu aller les chercher, ces candidats, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de candidats, c'est le cas de Langéraud. On recevra Damien Richard d'ici quelques instants qui nous l'expliquera. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, que le métier de politique ne soit plus autant sexy, Rodolphe Fener? Il s'est diablement complexifié en quelques années. Avant, on pouvait avoir un job à 100% et puis être syndic ou municipal, faire quelques séances le soir. Ça suffisait, tout ça c'est fini. Maintenant, il faut imaginer qu'un poste de municipal, ça prend au moins 2 jours par semaine, au moins. C'est beaucoup d'ennuis, c'est beaucoup de relations avec des services techniques, des avocats. Et puis, disons-le clairement, il y a 2 types de politiciens. Il y a le politicien des champs, donc des petites communes, qui n'a pas de service
de grands services à sa disposition pour déléguer, c'est-à-dire que le syndic d'un petit village doit à peu près tout faire tout seul. Et puis de l'autre côté, il y a les politiciens des villes, où alors là, si on songe à Nyon, il y a des chefs de service qui restent, et le politicien a vraiment un appui pour mener à bien ses projets. On parle d'une professionnalisation du métier. Quel constat est-ce que vous faites aujourd'hui de ce métier d'élu, Michel Jautran ? Alors, professionnalisation peut-être au niveau des attentes, mais ça reste effectivement plutôt des... Alors, je mets les villes à part, hein, mais dans les villages, c'est vraiment un job qui est très prenant, qui s'est complexifié, comme dit Rodolphe, mais aussi où il y a une défiance qui vient de plus en plus de la population, des avocats, il faut être disponible en permanence, en fait. On estime peut-être à 20-30% un job de municipal ou de syndic, et dans les faits, c'est tout le temps les citoyens attendent une réponse immédiate à peu près toutes les questions, et c'est vraiment un sacerdoce. Donc moi je dis respect à ceux qui s'engagent dans ces conditions. Qu'en est-il du salaire ? Combien gagnent nos élus dans le district ? Bon, alors là aussi, on n'a pas que des chiffres précis, on a un peu des tendances, mais politicien des villes, c'est plutôt bien payé. Songez qu'un municipal à Nyon gagne 100 000 francs par année, cumulé avec les frais fixes, les frais variables, pour un job estimé à 50%. Bon, alors évidemment, ça c'est sur le contrat, 50%. On sait qu'il travaille à peu près 4 jours par semaine, quand même. Mais enfin, et le syndic, pour lui, est à 140 000 pour un job à 70%. Dans les villages, là, on est plutôt entre 10 et 20 000 francs par année quand tout va bien. Donc, on peut pas, ça implique qu'on ne peut pas quitter son travail, on ne peut pas quitter son emploi pour se consacrer à la politique villageoise. C'est économiquement impossible. Michel Jautran. En fait, je crois que celui qui s'engage dans un village faire de la politique pour l'argent, il n'a pas choisi le bon chemin. C'est évident que ça ne peut pas être une motivation. Alors, ce n'est que juste revenu par rapport à l'engagement, mais ça ne peut pas être une motivation. Hein. Ouais, c'est vrai, mais ça explique que, du coup, a priori, alors c'est peut-être un peu en train de changer, mais que les gens qui s'engagent en politique dans les villages sont des gens qui ont plutôt 50 ans, qui ont plutôt déjà fait leur carrière avant, si ce n'est pas des retraités, qui sont, on ne dira pas à l'abri, mais enfin qui ont leur carrière professionnelle derrière. Bon, après, à 50 ans, je ne sais pas si... Non, on est encore très jeune, Michel. Non, mais bien sûr, la question n'est pas là. Mais c'est aussi peut-être un risque supplémentaire d'aller demander à son patron ou des aménagements de temps de travail, alors qu'en fait, voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit... Non, mais quand on commence une carrière politique plus tôt, prenons le cas d'une ville, on est correctement bien payé. Et si on ne se fait pas réélire après une ou deux législatures, on se retrouve sur le marché du travail, 45, 50, 55 ans, ça devient compliqué. Oui. Il y en a pourtant qui choisissent le fait de se recandidater après avoir quitté leur poste après plusieurs législatures. C'est aussi le cas de figure de plusieurs figures emblématiques de la région qui quittent aujourd'hui le navire politique. Forcément, ça apporte du sang frais. Mais dans l'échiquier politique, comment analyser ça, Rodolphe Henner ? Bon, faut voir qui quitte. Il y en a qui quittent parce qu'ils ont déjà un long parcours politique derrière eux, à qui le parti demande gentiment de faire de la place, et puis qui arrivent à retrouver des fonctions honorables, très honorables même, derrière. Après, dans les villages, c'est un petit peu plus particulier. Je pense que c'est un peu plus du cas par cas. Effectivement, et puis tout un métier que d'être élu, mais aussi tout un autre que d'en parler en tant que journaliste justement sur le terrain. Michel Jautran, quelle couverture souhaite en faire la Côte ? Alors, nous avons, c'est un défi, hein, parce qu'effectivement, alors peut-être qu'il y a beaucoup de candidats, mais c'est vrai que la chose politique n'est pas forcément très, très populaire au sein de la population, même si on a remarqué qu'en fait notre opération sur les listes a particulièrement bien fonctionné sur Internet. Une opération, c'est-à-dire, est-ce que c'est pour vous une façon détournée aussi de faire campagne, finalement ? Ah non, nous on fait campagne, peut-être pour nous, oui, alors, parce qu'on a envie d'exister. Proche des lecteurs et des politiciens. Et nous, on est attendus sur ce dossier-là, donc oui, mais on a décidé en fait d'essayer d'humaniser cette campagne, de voir aussi les gens qui sont derrière, justement, on parlait de sacerdoce, il y a aussi, justement, c'est des choses qui méritent d'être mises en avant. Donc nous, on veut montrer les humains derrière la politique et pas seulement les partis, parce que évidemment là, c'est plus rodé, mais il y a quand même justement plein de gens qui s'engagent. Alors
tous les vendredis, on aura une double page qui va évoquer ça aussi d'une manière. On va essayer d'être ludique, enfin de rendre la politique un peu sympa et d'intéresser au-delà des gens qui sont d'habitude intéressés par cette chose publique. Donc notre dossier de ce vendredi sera consacré notamment aux partis indépendants, style GDG ou l'Entente Gênes. Et ça existe un parti indépendant? Alors justement, c'est la réponse dans notre édition de vendredi est sur notre site internet. On se réjouit de découvrir justement le côté ludique. Quant à nous, la semaine prochaine, prochain focus sur Terre Sainte, Rodolphe. Oui, des communes de Terre Sainte, parce qu'on a parlé des communes où des batailles étaient engagées. On pensait que ce serait Coppet. À Coppet, il y aura une petite bataille, beaucoup moins grande que ce qu'on attendait, puisque à l'exécutif, tout semble à peu près joué. Je dis à peu près. On parlera quand même de Coppet, donc, mais on parlera surtout de Communy, de Cran, de Chavannes-des-Bois, en compagnie du journaliste Grégory Balma du quotidien de La Côte, pas du quotidien de La Côte. Rodolphe Henner, Michel Jautran, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. C'est tout pour la rétro, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve très vite à partir du lundi. Prenez soin de vous et bonne suite de programme sur NRTV.